Bonsoir, bienvenue. Donc pour ce retour d'acide en compagnie donc de Clément Schneider et de Vladimir Perisic. Un grand merci encore à tous les deux d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous pour présenter vos films. Et puis Clément, tu présenteras aussi tout à l'heure les Camisards de René Alliot, donc qu'on présente en regard avec ton film Un violent désir de bonheur. Je remercie aussi l'Acide, puisque Retour d'Acide, c'est un partenariat avec l'Acide. Et donc, j'essaye toujours de définir ce qu'est l'Acide. Et pour commencer, je vais vous laisser la parole pour le définir, vous, avec vos mots et votre expérience aussi, voilà, pour rappeler ce que c'est que cette association et comment elle fonctionne aussi, s'il vous plaît. Non, moi j'ai une petite histoire que je me raconte sur l'acide. C'est que pendant la Commune de Paris, Courbet avait cette idée d'une association d'artistes faits par les artistes. Donc ce que je pense qui est important avec ce que fait l'Acide, à la fois sur la sélection Acide Cannes comme sur l'accompagnement des films en salle, c'est que quelque part que ce sont les cinéastes qui choisissent ce que c'est le cinéma ou ce que sont les films. Parce qu'il y avait aussi cette tradition des poètes qui élisent le prince des poètes. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vois l'activité de l'Acide ou qu'elle me paraît importante. Voilà, peut-être c'est pas une bonne définition, sinon c'est une association des cinéastes pour cinéma indépendant pour la diffusion. Voilà. Mais je crois que plus prosaïquement, mais je crois que ce qui est fort dans l'idée de l'Acide, en tout cas pour moi, et quand l'Acide m'a intéressé, c'est ça. Oui, non, mais en fait, je suis assez d'accord avec ta comparaison. Après, je crois que ce qui est important dans l'acronyme ACID, c'est l'idée d'indépendance, c'est-à-dire c'est une association de cinéastes qui sont pas là pour défendre des intérêts corporatistes, mais vraiment pour porter haut et fort une certaine idée du cinéma, du geste aussi de fabrication du cinéma. Et je crois aussi que c'est sur ça qu'on se retrouve les uns les autres, quand bien même on a par ailleurs des manières de faire ou enfin les cinéastes de l'Acide sont tous très différents, quoi. Il n'y a évidemment pas de ligne idéologique, mais il y a quand même une pensée assez forte de ce que c'est que l'indépendance, notamment, et aussi quelque chose, enfin une certaine idée de l'intérêt général, je crois. C'est-à-dire que c'est pas une association pour le plaisir d'être simplement entre soi, même si c'est évidemment important de se connaître les uns les autres, et ce truc de pair, disons, PAIR. Mais il y a l'idée quand même que les films n'existent que s'ils sont vus, et donc s'ils sont vus sur l'ensemble d'un territoire, et la force ou la richesse ou l'ambition de l'Acide, c'est aussi d'amener les films le plus loin possible sur l'ensemble du territoire. Et là-dessus, je trouve qu'ils sont... il y a quelque chose d'assez fort et d'assez unique, en fait, aussi. Voilà. Oui, et nous, on est très contents aussi justement de ces rendez-vous Acide sur notre petit territoire à la Cinémathèque, puisque oui, je pense que c'est là que se passe vraiment le cinéma le plus innovant et le plus nourrissant dans ce qui se fait dans le cinéma contemporain. Et je trouve que c'est important aussi, parce que c'est important pour vous en tant que cinéaste, mais c'est important aussi pour nous en tant que spectateurs, aussi d'être surpris, de se questionner aussi justement sur le cinéma et son écriture.
Et je crois que c'est là aussi qu'on se rejoint, du coup, entre cinéastes et spectateurs, et ça, c'est très important. Alors j'ai oublié de le dire, mais bien sûr vous intervenez quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser des questions. Je pense que du coup vous avez pu voir hier soir les films de Clément et de Vladimir. Donc comme on n'a pas fait d'échange après, n'hésitez pas à poser des questions et à crier votre enthousiasme. Ça fait toujours plaisir aussi. Mais déjà peut-être pour commencer, après ce petit préambule sur l'acide, peut-être par rapport à vous et dans ce jeu de chassé-croisé, puisque toujours avec l'acide on est quand même toujours deux invités, donc peut-être est-ce qu'on peut commencer par un parcours rapide l'un l'autre avant peut-être d'essayer de croiser aussi de croiser vos deux films, parce que je pense qu'il y a vraiment qu'il y a des passerelles entre. Et je pense que ça peut être intéressant justement aussi de les mettre en regard, je ne sais pas si c'est de les mettre en regard, mais en tout cas les prolonger l'un et l'autre, parce que j'ai l'impression que ce sont deux films aussi qui se prolongent et qui fonctionnent vraiment très très bien ensemble. Déjà peut-être sur le parcours assez rapidement, sachant que tous les deux vous êtes passés aussi par la Fémis, pas la même promotion, mais voilà, qui est aussi une expérience peut-être importante ou pas, je ne sais pas. Bon, oui, c'est. Alors, il se trouve qu'on a effectivement fait la même école avec 10 ans d'écart, Vladimir et moi. Ça a été une expérience forcément fondatrice parce que la Fémis est un lieu assez unique, donc c'est une école nationale de cinéma qui a l'avantage et assez grand d'être très bien dotée. Donc c'est un outil de travail possible dans les mains des étudiants qui est assez inouï. En tout cas qu'il a été pour moi, où j'y suis rentré assez jeune, ce qui est peut-être moins ton cas, je sais pas à quel âge tu es rentré. Moi je suis rentré à 20 ans, ce qui est très jeune en fait pour rentrer à la Fémis. Donc ça a été vraiment un lieu d'essai, enfin vraiment un laboratoire, mais au sens chimique de la chose, quoi, où avec le plaisir de tenter des expériences qui parfois réussissent, qui parfois ratent, mais avec la conviction que c'était le lieu qu'il me fallait pour amorcer quelque chose d'un désir de cinéma qui soit mon désir propre. Parler de style, c'est sûrement un peu pompeux, mais il y a quelque chose à cet ordre-là, en tout cas d'une recherche, et qui s'amorce. Et en sortant, très rapidement, j'ai évidemment pas trouvé de travail, comme la plupart des étudiants réalisateurs de la Fémis. Donc j'ai beaucoup travaillé comme projectionniste. Et au bout d'un an, j'ai monté une société de production avec 2 associés, une scénariste et une productrice. Et dans l'idée de non seulement moi avoir un outil, enfin je crois beaucoup à cette idée de l'outil, un outil pour produire mes films, mais aussi parce que je voulais pas non plus tomber dans une logique d'autoproduction qui me paraissait un peu potentiellement nombriliste et donc délétère, qui est aussi devenue une société avec laquelle on a produit d'autres cinéastes. Et donc je suis aussi devenu producteur des films des autres. Voilà. Et on s'occupe de cette société depuis bientôt 5 ans. Voilà. Alors moi j'ai commencé des études de cinéma à Belgrade dans les années 90, dans une école de cinéma qui avait une très bonne réputation dans les années 70. Forman pensait que c'était une des meilleures écoles de cinéma, mais dans les années 90, en pleine guerre, on faisait le film de première année en fin de deuxième année. Je me suis dit, je vais prendre 10 ans pour faire des études. Voilà, donc j'ai décidé de venir à Paris. J'ai fait 2 ans d'études de lettres. Et j'ai découvert la Fémis et je me suis inscrit. J'étais accepté, disons. Alors sur l'expérience de la Fémis, où elle était quelque part importante pour moi, c'est sur un lien, je ne sais pas comment c'était quand Clément y était, mais ça vraiment fait un lien avec ce que ont été les cahiers de cinéma ou la post-nouvelle vague, avec Narboni, Douchet, Chantal Akerman, Philippe Garel. Voilà, et cette forme de transmission, vraiment.
elle était importante pour moi de retrouver une sorte d'histoire de cinéma à laquelle je peux me relier ou dans laquelle je peux essayer de me construire, sachant que je venais d'un pays où pas seulement qui était démantelé, mais que la Yougoslavie n'existait plus, donc je ne savais même plus quelle est mon histoire avec un grand H. Voilà, le film de fin d'études s'est retrouvé à Cannes à la Ciné Fondation, qui est la sélection cannoise pour les films d'école de cinéma. Et ensuite, c'est allé relativement assez vite que je me suis retrouvé un peu dans l'industrie française du cinéma. Voilà. Ouais, non, juste ce que tu disais par rapport à s'inscrire dans une histoire, une certaine histoire du cinéma, notamment du cinéma français. Je pense que pour le coup, ça a été un vrai... C'est là qu'on a sans doute vécu une école différente, parce que c'était beaucoup moins présent, ça. Et j'ai l'impression que les étudiants qui sont rentrés à la FEMIS à l'époque où je suis rentré et ceux qui arrivent après se construisent presque contre l'idée d'une post-nouvelle vague, en subissant, parce qu'ils en subissaient, disons, une image qui ne correspondait pas à la réalité, mais un peu dénaturée, de cinéma à la française, très parisien, très, très tourné sur soi. Et j'ai l'impression que pour contrer ça, les étudiants se positionnaient beaucoup contre l'héritage dont tu parles. À tort, en partie à tort, mais il y avait toute une image, tout un mythe de la FEMIS à déconstruire. Et je pense que ça participe de ça. Alors, juste petite précision, la post-nouvelle vague, je l'arrête à Piala, Garel, Ackerman, parce que ce qui est venu après. Et après, où c'est plus facile quand l'étranger, c'est un peu c'est une position qui est d'une certaine façon plus facile, parce que j'avais tout à découvrir et il n'y avait pas le poids d'un héritage dans lequel il faut s'inscrire ou que j'aurais traversé par des cours à la fac ou à l'école avant qui font des surmois de Godard, de Rivette, ou qui sont des figures de père très difficiles quand on s'inscrit. Alors que pour moi, il y avait ce fait d'être un peu l'étranger et de pouvoir le recevoir plus simplement sans que ça me fasse un poids dont je pense qu'on le ressent sur le cinéma français. Que c'est une période tellement grande que c'est difficile à la fois de la continuer, de l'assassiner, quoi faire. Voilà. Mais c'est intéressant parce que du coup, toi, tu parles quand même de l'idée de transmission à un moment donné, enfin en tout cas qu'il y ait eu une transmission. Et alors que pour toi, Clément, c'était davantage finalement un laboratoire où essayer des choses, quoi. Il y a une du coup, c'est la même école, mais c'est plus le même rapport. C'est plus le même rapport à l'école. Mais pas les mêmes professeurs aussi. Oui. Je veux dire, c'est ça que moi j'avais Ackerman ou Garel. Et quand je dis transmission, je crois que j'ai retrouvé, c'était les années 90, cette expérience yougoslave d'autogestion, qui était quand même extraordinaire et très différente de l'expérience des pays de l'Est, de l'URSS. On a quand même dit non à Staline en 1948, à sombrer dans ces fascismes balkaniques. Et je crois qu'à travers cette histoire autour de mai 68, j'ai retrouvé une pensée critique et du cinéma et des expériences différentes qui me permettaient de renouer avec cette expérience yougoslave qui est volée en éclats dans les années 90. Voilà. Oui, et en entrant, pour le coup, étant un peu très nourri ou très craignant un peu ce formatage un peu insidieux, quoi, mais que toute école produit forcément, je me souviens que c'était très important pour moi d'identifier les cadres
que l'école pose, parce qu'il enfin, c'est le principe d'une école, c'est qu'elle encadre, mais de se poser à chaque fois la question de comment, mais presque de manière un peu provocatrice, comment les écarter le plus possible, juste à friser le point de rupture. Donc, par exemple, c'était toujours ne jamais, je mettais un point d'honneur à ne jamais tourner à Paris, parce que ça me déplaisait profondément et que j'avais l'impression qu'il y avait un potentiel contrôle en fait plus évident, alors que je savais que si j'arrivais à partir 15 jours, de toute façon on était loin de l'école, donc je pouvais bien faire ce que je voulais, ils n'allaient pas venir nous chercher pour nous ramener à la maison, quoi. Donc je pense que chaque étudiant aussi négocie son histoire et son trajet avec l'école en fonction de ce qu'il éprouve le besoin d'y trouver ou d'y chercher, mais moi c'est passé par ça en tout cas. Est-ce que du coup, laissons l'école de côté là et passons à l'action. Peut-être ma première question en fait, qui est une question, je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs quoi, mais à tiroir pour pouvoir parler aussi des films, peut-être ou les redéfinir pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui étaient là aussi. En fait, commencer peut-être par la question de la production. Tu l'as évoqué tout à l'heure par rapport toi le fait de monter ta boîte de production, mais cette question de production, c'est-à-dire de comment on sort de l'école, mais on n'a pas de boulot et faire un film et comment on le produit et le produire, c'est aussi le faire. C'est ce qui va donner comment. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu de ça, de cette question d'une économie? Est-ce qu'on peut parler d'une économie, une économie du cinéma qui est forcément liée aussi au projet ou au sujet, ou en tout cas qui va l'impacter? S'il y a des choix, par exemple, c'est-à-dire choix d'une petite de partir sur une petite production, petite équipe pour avoir une forme d'indépendance, ou est-ce que c'est une contrainte parce que finalement on n'a pas tout l'argent qu'on souhaiterait avoir, tout le budget qu'il faudrait, et du coup il faut s'adapter ou réadapter. Commencer par l'argent pour essayer de s'en échapper. On a deux parcours très différents sur ça, pour ça mais qui à la fin se rejoignent. Donc, c'est pour ça que je pose la question, parce que je pense que c'est très intéressant, quoi. Okay. Donc en sortant de la FEMI, j'avais ce moyen-métrage qui était à la Ciné Fondation à Cannes. Donc j'avais un peu la possibilité de trouver des producteurs. La cinématographie yougoslave ou serbe, à cette époque, on n'avait même pas un centre de cinéma, c'était totalement démantelé. Donc j'avais quelque part pas le luxe de la marge, mais plutôt de ce que Scorsese appelle le smuggler, dans un système beaucoup plus grand. Mais je me suis dit, il faut aller vers le système et faire avec ça, essayer de se débrouiller à l'intérieur. Donc sur le premier film, j'avais Wild Bunch, Arte, Pyramide, voilà. Mais surtout, j'avais avec les trois, c'était très agréable de travailler, mais j'avais une production contre qui j'étais obligé de travailler, parce qu'ils voulaient toujours plus d'argent. Donc je demandais 300 000 et ils voulaient trouver 1 million. Ensuite, je voulais une équipe de 8, ils voulaient m'en faire 25. Je voulais tourner sans éclairage. Ils ont loué un camion d'éclairage qu'ils l'ont caché pendant tout le tournage dans un village d'à côté. Voilà, il y avait une série comme ça. Finalement, j'ai tenu exactement ce que j'ai voulu, c'est-à-dire être dans le système, mais produire de ma façon. Je raconte ça parce que c'est aussi être dans le système, ça amène de l'argent. Et parfois, l'argent... En tout cas, pour moi, j'avais beaucoup de mal à ne pas l'utiliser. Et pour raconter une anecdote, juste avant de commencer le tournage, j'en étais au nord de la Serbie, je rentre à Belgrade, un week-end. Tout était prêt avec l'assistant, je reviens dimanche soir, lundi matin, je retrouve 25 personnes engagées alors que j'ai demandé une équipe de 8.
Donc, comme la prod française a signé les contrats pendant le week-end, et j'ai dû rentrer parce que ma mère était malade. Et donc j'ai dit aux gens, ben bon, vous avez des contrats, ils vont vous payer, mais vous rentrez à la maison. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous. Donc j'ai payé des gens pour qu'ils ne travaillent pas, pour me défaire de cette équipe professionnelle, ce que Godard appelle les professionnels de la profession. Et je crois que fondamentalement, la production fait partie de la mise en scène, qu'on est obligé d'inventer ces méthodes de tournage et ces méthodes de produire qui correspondent à l'objet cinématographique, l'objet film qu'on veut créer. Voilà, donc pour moi, ça c'est faire à la fois smuggler de raconter cette histoire venant de Yougoslavie, telle que moi je pourrais la raconter, d'une place pas agréable à laquelle je me suis retrouvé, déjà n'était pas évidente à accepter à l'époque. C'est-à-dire que j'ai très bien pu être recruté, me retrouver dans l'armée qui avait commis les crimes, sans que je suis fasciste ou de droite, au contraire. Mais j'ai frôlé cette possibilité, alors que dans les années 2000, sur la Serbie, c'était pas évident de dire ça. Voilà. Et d'autre part, d'essayer à l'intérieur du système ou de l'industrie, de se trouver une liberté, de se défaire de cette machine cinéma qui aussi produit une sorte de style, de forme, une façon par laquelle le réel monte à l'image, disons. Ça veut dire que du coup, tu n'as eu aucun souci en présentant le scénario, le projet. C'était on ouvre les vannes, tout va bien. Il n'y a pas eu, ou à un moment donné, même une sorte tu vois, d'intrusion, même de la prod. C'était presque, ok, tu as besoin de 300 000, ben, on va trouver 1 million. Mais sans contrepartie. Et par ailleurs. Moi j'avais 21 pages de scénario. Aujourd'hui, ça me paraît absolument impossible de financer un film avec 20 pages. Et non, avec la prod, c'était un peu difficile. Mais j'ai suffisamment dit de mal d'eux pour ne pas usurper ça pour ça. Non, on a eu Arte simplement, Wild Bunch, mais je crois que c'était une époque qui était un peu différente, qu'il y avait quand même l'aide de Cannes, c'était le moment où les ateliers, les résidences commençaient, donc il y avait quelque chose que pour faire un premier film, c'était encore possible de cette façon-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est inimaginable. Clémence saurait mieux que moi le dire, mais quand je repense au fait qu'on a quand même eu 1,2 million à la fin avec Image et tout sur 21 pages de scénario avec la page du titre, je crois que aujourd'hui je viendrai avec 20 pages, on me dirait mais t'es fou, quoi. C'est allié. Après, il faut dire qu'1 million, c'est vraiment pas hollywoodien. C'est juste que, aussi, tourner à Belgrade, ça me coûte beaucoup moins cher. Je peux retrouver quelque chose, une façon de faire plus amateur dans le sens étymologique d'amateur, amato, celui qui aime. Donc, ce que moi j'ai cherché, c'est un équilibre entre ça. De produire avec la France, avec mon équipe assez réduite, mais de mes amis avec qui j'ai fait les études à la FEMIS. Et puis d'avoir ce réel qui était quand même, qui est encore très brûlant dans l'ex-Yougoslavie. Je
Je veux dire, on a commencé à tourner, Nick Aragis et Mladic s'étaient arrêtés. Voilà, donc pour moi c'était ça l'équilibre que je cherchais. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais s'il y avait une stratégie, c'est de prendre quelque chose... Non. Non, je pense que j'aurais pu le faire le film avec même moins de moyens. J'avais besoin de temps, ce qui pour moi était important. Toutes les scènes que vous avez vues, elles se passent chaque fois à l'heure exacte. Elles ont été tournées à l'heure exacte de la journée où elles se passent dans le scénario, c'est-à-dire dans la continuité. C'est une idée que Bergman avait travaillé avec Sven Nykvist et que Tarkovsky a repris au moment de faire le sacrifice avec Sven Nykvist, le chef opérateur historique de Bergman, de sonates lumineuses. De scène en scène change le Stimmung lumineux. Donc je tenais beaucoup que la scène qui se passe à l'aube, elle est filmée à l'aube, puis ensuite qu'on a la lumière exacte de 6h du matin, de 7h du matin, de 11h, de midi, de 19h. Voilà. Ça, il suffit d'avoir 3 personnes et le temps de tourner. Donc les moyens que j'avais besoin sont ceux-là, beaucoup plus que des moyens financiers. Voilà, je laisse Clément... Oui. Non, mais je trouve que, si je comprends bien votre question, en fait, ce qui est assez symptomatique, c'est que souvent, une des premières questions qu'on vous pose sur le film que vous avez fait, c'est un on qui s'adresse moins à vous qu'aux professionnels de la profession dont parlait Vladimir. C'est combien a coûté le film ? Et moi, je me demande si tout simplement la sensation que les producteurs avaient le film visiblement pouvait se faire à 300 000 €, mais j'ai l'impression que beaucoup de producteurs ont besoin d'atteindre une espèce de minimum symbolique pour financer un film qui inscrit le film dans une famille de films financés à laquelle ils sont supposés appartenir, qui seraient les longs métrages, les vrais longs métrages, entre guillemets les vrais longs métrages. Et je pense que c'est ça qui est très délétère, parce que c'est oublier que chaque film s'invente lui-même, et je reprends totalement à mon compte cette idée que la production c'est de la mise en scène, mais j'en suis plus que convaincu pour le coup. Et par définition, c'est pour ça que pour moi le mouvement d'être producteur et metteur en scène, c'est la même chose, où ça va ensemble, parce que toutes les décisions qui se prennent en production vont avoir un impact immédiat, direct, visible sur le film dans sa forme, et que plutôt que de penser l'un après l'autre, voire l'un contre l'autre, pour moi c'était beaucoup plus logique et inspirant au bout du compte de penser la production et l'écriture du film puis sa mise en scène ensemble, dans un même mouvement. Et c'est pour ça en fait que j'ai monté cette boîte de prod. C'était pas que parce que j'arrivais pas à intéresser des producteurs au projet que j'avais envie de développer, ça c'était une des raisons, que les processus de financement sont très lents, et que je voyais se dérouler devant moi la perspective d'écrire, puis d'envoyer les scénarios, puis d'attendre des réponses, puis d'espérer une réponse positive, puis d'attendre que le producteur fasse le boulot de chercher les financements. Et je voyais comme ça la perspective de tourner d'abord des courts-métrages s'éloigner, et ça se compte en mois, voire en années, et ça me paraissait, mais sans doute parce que j'étais plus jeune et très impatient, ça me paraissait insupportable. A fortiori sur un court-métrage, parce que je me suis toujours dit que le court-métrage, qui est la forme par laquelle on commence quand on sort d'une école, en tout cas dans un cas comme le mien, ça doit aller vite. Enfin, le court-métrage, ça s'écrit vite, c'est un geste, quoi. C'est la continuation d'un travail d'école. Donc là, c'est aussi pour ça qu'on a monté la boîte, c'était pour au moins gagner ce temps-là et se dire, bon,
Et puis cette idée, tu parlais d'autogestion tout à l'heure, cette idée aussi de se prendre en main et de se prendre en charge, et de devoir se rendre compte qu'à soi-même. Si les choses avancent, c'est parce qu'on les a faites avancer. Si elles n'avancent pas, c'est aussi parce qu'on ne les a pas faites avancer. Et donc sur la production, très concrètement, d'un violent désir de bonheur, c'est un des premiers films qu'on a écrit après que je sois sorti de l'école et au moment de monter la maison de production. En l'imaginant à l'origine comme un moyen métrage, donc un film de 45-50 minutes. Donc avec les financements qu'on visait, c'était des financements de court-métrage. Et pendant pratiquement 3 ans, en fait, 2 ans et demi, on a eu que des réponses négatives des financeurs potentiels. Donc les régions et puis le CNC. Pour plein de raisons sans doute différentes les unes des autres, et pas très intéressantes. Mais pendant ce temps, moi j'ai tourné d'autres films, j'en ai produit d'autres. Et on a fini, en fait, ce qui a déclenché la faisabilité du film, c'est qu'une région est tombée, nous a donné de l'argent. Et à partir de là, on a pu redéposer le film auprès du CNC. Et là, on l'a eu. Donc on a rassemblé un budget qui était pas mal pour un court-métrage, mais qui même étant donné la longueur du film, étant donné que ça restait malgré tout un film d'époque, c'était un budget très serré. Mais j'ai un rapport très pragmatique aux choses. À partir du moment où il y a de l'argent, ça veut dire que le film est faisable, donc le film, on va le faire. Et précisément de ne pas avoir à négocier, je dirais, avec un producteur ou une productrice, fait que dès que je sais l'argent avec lequel je vais devoir faire le film, je regarde le scénario, je regarde mon désir de metteur en scène, je me dis ok, en fait ça va être compliqué, je ferais mieux de tout de suite en amont pour pas repousser, pour pas avoir à attendre d'avoir sous les yeux l'impossibilité de faire le film tel que je l'ai imaginé, et c'est toujours un moment douloureux, et puis surtout je suis pas sûr qu'on prenne les meilleures décisions à 2 mois du tournage, sachant qu'on a eu 6 ou 8 mois avant pour les mûrir. Donc c'est un moment où tout de suite je pense ce que je vais pouvoir peut-être réécrire, ce que je vais pouvoir changer, en faisant de la contrainte non pas une frustration, mais un moteur inspirant, en fait. Et objectivement, on trouve non seulement des solutions, mais même des vraies idées, et qui sont des idées de cinéma et des idées de forme. Donc le film s'est construit comme ça, avec cette configuration géniale d'avoir dans la société de production 3 associés qui sont la scénariste du film, sa productrice et moi. Donc il n'y a pas ce truc de... Moi, j'ai jamais vécu cette situation un peu conflictuelle. Enfin, si, je l'ai vécu une fois sur un court-métrage où j'ai senti très vite... Je travaillais avec une autre productrice, pour le coup, d'une autre boîte. J'ai senti qu'on parlait pas du même film, et je me suis barré. Parce que c'était pas possible, en fait. Enfin, elle rêvait quelque chose qui n'était pas ce que moi, j'imaginais. Et elle comprenait pas, surtout, la nécessité que j'avais à tourner. Alors que là, on savait très bien que le film était probablement plus gros que ce qu'on avait. Et de fait, ça tirait de tous les côtés. Mais on pouvait collectivement, à 3, en engageant la responsabilité de l'outil qu'on avait fabriqué, se dire on y va et on en assumera collectivement aussi les conséquences, parce que c'est pas d'un seul coup, on n'est pas en train de jouer le réalisateur et son film contre la production. Et ça, je crois que c'est assez vertueux, et au final ça sert le film, parce que ce qui est important, c'est pas tellement les égos des uns des autres, c'est l'objet qu'on fabrique. Et donc on se lance dans le tournage, qui est un tournage très intense, très concentré dans le temps, avec une équipe pas très grosse, enfin passionnant à plein d'endroits par ailleurs. On arrive en fin de montage avec un film qui légalement devrait durer moins d'1 heure, puisque contractuellement les financeurs nous donnent de l'argent pour faire un film de moins d'1 heure, qui est censé être un court-métrage, et on se retrouve avec un objet d'1 heure et quart. Et je suis à peu près certain que si j'avais été dans une configuration plus classique je serais cinéaste face à un producteur ou une productrice, je n'aurais pas eu d'autre choix, ou alors ça aurait été très conflictuel de dire qu'il était hors de question de ramener le film à moins d'1 heure, parce que ça l'abîme, en fait. Là, on prend la décision assez vite, sans tellement discuter. On est tellement sûr de nous. Il y a tellement une évidence sur le fait que... Enfin voilà, on partage aussi cette idée qu'un film, c'est un organisme, c'est pas un programme qu'on exécute, c'est pas un produit manufacturé.
c'est aussi un objet artisanal, quoi. Donc voilà, il ne prend pas forcément la forme que vous aviez imaginée. Et donc en prenant cette décision, on prend un risque. Mais une fois de plus, cette idée que ça ne se fait pas l'un contre l'autre, mais toujours en pensant avant tout au film qu'on fabrique et à ce qu'il va devenir. Je dois dire que c'est... en tout cas, moi, c'est la solution que j'ai trouvée par rapport aux difficultés aujourd'hui de financer un film. Et après, ça devient mon premier long métrage. Et ça paraît, c'est une décision compliquée parce que le premier long métrage en France, il est très sanctuarisé en termes de financement. Il y a beaucoup de financements qui sont dédiés au premier long métrage. Enfin, c'est souvent une carte que vous n'avez pas envie de griller. Et là, en fait, il y avait presque quelque chose de joyeux de se dire, bon, en fait, très bien, on a brûlé la carte, mais en fait, c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça, on se débarrasse de la potentielle fétichisation de ce foutu premier film et il est fait et maintenant, on passe au suivant, quoi. Et je crois que ça a été assez libérateur pour moi. À quel moment se prend la décision, du coup, c'est-à-dire que ce sera un long, c'est au moment du tournage, où du coup il y a quelque chose qui se passe et que là on se dit tiens il faut aller plus loin, c'est pas au montage c'est déjà trop tard. Non, alors oui, au montage c'est trop tard. En fait non, en tournage on commence à se douter que on n'est plus en train seulement de flirter avec l'heure de film, qu'on est plutôt autour d'1h05 voire d'1h10. Mais d'une part, on est dans quelque chose d'hypothétique parce qu'on se base sur ce qu'on est en train de tourner. Et après tout, on ne sait jamais ce que le montage va nous dire ensuite du film. Peut-être qu'on va virer un tiers des séquences et que le film va durer 40 minutes. On ne peut pas savoir. Donc même si je sais à ce moment-là, parce que je suis entouré de personnes dont c'est le boulot de l'anticiper un peu, je ne change rien, mais rien de rien à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire ni dans un sens ni dans l'autre. Par exemple, il n'y a pas de scène supplémentaire écrite. Non. Vois, se dire en fait tout était là et c'est juste dans. D'une part, j'aurais eu du mal à rajouter des scènes parce qu'on était quand même dans un emploi du temps tellement chargé que ça aurait été vraiment compliqué. Et donc non, ça devient pas un long métrage parce que d'un seul coup quelque chose s'invente au tournage qui rallonge. C'est simplement qu'en fait il y a que le tournage qui peut déterminer la durée effective qu'appelle chaque scène et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez une personne qui fait un minutage du film sur le scénario, mais heureusement qui ne correspond pas à la réalité et il se trouve que la scène qui était censée durer peut-être 1 minute, elle en dure 4. Mais parce que organiquement elle doit en durer 4, parce que les acteurs sont comme ça, parce que les plans imposent cette durée. Mais en tout cas, moi je me disais qu'il était hors de question de changer quoi que ce soit, ni de se dire peut-être que je devrais changer le rythme Enfin, je crois vraiment à l'idée que si on se donne un cap à tenir, il faut le tenir jusqu'au bout, quitte à parfois se prendre un mur, hein, mais que les films les plus beaux sont aussi ceux qui tentent une expérience et la tentent jusqu'au bout et sont pas dans cette espèce d'oscillation pour satisfaire un peu les uns les autres qui est un peu le défaut, je trouve, du cinéma français qui produit des films qui sont pas mal exécutés mais qui sont très consensuels en fait et où on sent qu'on a rogné sur toutes les aspérités, les rugosités, les trucs qui marchent pas mais qui font qu'un film est singulier. Donc voilà, on arrive en montage pour le coup au bout de très vite en fait on sait que ça va être du coup c'est marrant parce que parce que vos deux films, la question du rythme, la question de la durée, du plan ou des scènes sont très importantes. Je trouve que c'est très prégnant. Et autant pour toi Clément, du coup c'est le film qui trouve son souffle et qui va imposer la durée de lui-même. C'est pas toi qui décide, mais finalement c'est le film lui-même qui va suggérer quel est son temps. Et Vladimir, hier tu disais que tu avais un peu appuyé, un peu étiré et que peut-être tu aurais un peu raccourci, que tu es allé presque contre ton monteur ou la volonté de ton monteur en disant non, il faut que ce soit plus long et là du coup est-ce que c'était le film ou est-ce que c'était toi à travers le film et cette rage aussi qui t'habitait et que du coup il y a un autre rapport au temps, j'entends le temps sur la durée des plans ou des séquences, ou est-ce que tu rejoins Clément là-dessus sur ce qu'il vient de dire?
Non, moi je pense que le film il a 8 minutes de trop et que sur la version du scénario que j'avais écrite, je voulais 70 minutes. Après, j'aime beaucoup ce que Godard appelait les petits films, ou chez Deleuze, la petite forme, 1h10, 1h20. C'est des formes que j'aime bien parce qu'elles permettent d'être pas dans quelque chose de très narratif. On se garde une certaine liberté de... Voilà, 2 heures, 1h40 sans narration. Je pense que c'est demander beaucoup à un public. Qu'il y a quelque chose sur 1h10, 15 qui est assez, reste dans une élégance. On peut se donner plus de liberté. Il n'y a pas une... Je veux dire, c'est cette histoire que Bergman, quand il sortait à Fanny Alexandre, qui durait 3 heures, il a insisté de vérifier tous les sièges, le confort des sièges des salles dans lesquelles sortait le film en Suède. Voilà, mais il y a quelque chose à penser aussi au confort des... Après, si je l'ai rallongé, c'est ce que je disais hier en présentant le film. Le film s'est fait vraiment avec une rage assez accumulée de ce qui se passait dans les Balkans, en ex-Yougoslavie. Aussi une sorte d'impuissance que ma génération avait de se révolter contre ça. C'est une situation très étrange, que vous voulez hurler contre une politique criminelle et fasciste et vous n'avez pas les moyens. C'était une des raisons pour lesquelles je suis parti en France. Donc c'était comme un long chemin d'arriver de se construire les armes. Cette phrase de Kafka, plus que de soulagement, et toi aussi tu as des armes. D'avoir des armes à répondre à ces fascismes balkaniques qui ont surgi dans les années 90. Voilà, et puis cette rage, me disais, on va encore un peu étirer je voulais vraiment un film qui aussi bien sur ce qu'il raconte que dans sa forme, il porte un refus absolu d'un compromis quelconque, qui aujourd'hui, ou dans le contexte français, c'est peut-être moins compréhensible, mais je l'ai porté de ce contexte yougoslave des années 90, et que j'ai besoin de répondre à ça, quelque chose qui est comme un roc. Voilà. Est-ce que... il y a des questions, Jean-Marc? Merci, merci. Non mais déjà c'est bien. Ça me touche. Non, pour l'anecdote, ce que j'ai trouvé ensuite, c'est très simple. Il faut dire au producteur, bon, parce que pour répondre aussi à votre question, un producteur, il prend l'argent qu'il peut trouver sur votre nom ou sur le projet, d'une part. Ensuite, c'est vrai que l'argent, le capital, il promouvoit son investissement.
Donc dans ce sens-là, il y a un côté pratique. Ensuite, il faut juste simplement dire, ben, vous prenez l'argent que vous voulez prendre. Tout le monde va hurler quand je vais dire, mais est-ce que vous voulez voler sur le film? Vous le prenez tout de suite, vous me laissez ce que vous voulez me laisser. On ne va pas négocier pendant tout le temps, faire des faux budgets, machin truc. Vous prenez votre truc, moi vous me laissez mon truc dans mon coin et je vous ramène le film. Et en fait, j'aime bien travailler comme ça. Et puis, c'est simple. Voilà. Donc, après l'investissement, il promouvoit. Et moi, j'ai ma liberté dans mon coin. Parce que oui, je pense que l'argent se voit et l'argent produit une sorte d'image. Et sans cette chose de l'accumulation du capital de l'image, la société de spectacle de Dibord, mais on le sent dans les films. Après, la difficulté, et je vais finir, c'est que quand on investit de l'argent, on veut aussi le voir. On veut voir, on se dit, ah tiens, un film de 2 millions, de 3 millions, on veut voir, c'est où? Voilà, ça c'est l'autre difficulté. Réfléchis à ta question. Moi, ce qui me frappe vraiment, quoi, entre vos deux films, vraiment pour les rapprocher, peut-être les éloigner aussi, hein, parce que peut-être après je délire et vous me corrigez, mais il me semble qu'il y a vraiment, il y a vraiment des choses, il y a des choses qui se répondent et qui font sens. La première, c'est le côté huis clos dans un espace qui n'est pas complètement clos, mais par contre qui est un espace délabré ou du délabrement. Je ne sais pas très bien à quel niveau ou pour lequel peut-être délabré serait plus juste et pour l'autre peut-être délabrement serait plus juste. Je ne sais pas très exactement. Et l'un qui est plutôt, on va dire, l'enfer, et l'autre qui est plutôt un Éden, un renouveau possible, et peut-être tous deux. Après j'ai autre chose parce qu'il y a la question du langage aussi qui me paraît très important, mais on pourra peut-être en parler dans un deuxième temps. Mais aussi ce saut dans le temps, c'est-à-dire dans l'histoire. Alors qui est plus visible dans ton film Clément parce que forcément on revient au temps de la Révolution et justement comment rendre et parler véritablement de ce qui a pu se passer, qui peut faire écho aussi à notre société aujourd'hui, sans mettre des caisses dans la reconstitution. Ça c'est voilà, moi je trouve que c'est très fin, c'est très fort, ne serait-ce que par l'utilisation de la musique contemporaine, qui du coup tout de suite nous dit bon voilà, on va pas sortir les flûteaux et pour dire attention, on est bien au temps de la Révolution et les uniformes sont parfaits. Non, c'est autre chose qui se passe et qui est de l'ordre de l'esprit. Et de la même façon, chez toi aussi, Vladimir, qui est moins un saut dans le temps, moins grand, mais qui est quand même aussi un film historique, puisque c'est quand même une bonne décennie après les exactions qui ont été commises à Srebrenica. Donc voilà ce rapport aussi à l'histoire et qui sont proches et en même temps différent. Est-ce que je sais pas, c'est quelque chose qui était important, cette question de la reconstitution, sachant que ce qui en reste aujourd'hui, quand on voit les films. Pour le film de Clément, il a 1 an. Le tien par contre, il a quand même une dizaine d'années.
c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est à la fois présent et me semble-t-il aussi intemporel. Alors faudra peut-être le revoir dans 10 ans, un violent désir de bonheur, mais par exemple Ordinary People, je trouve que c'est un film qui au-delà c'est-à-dire de l'histoire, de ce qui s'est passé en Serbie à ce moment-là. C'est un film qui est intemporel. C'est un film qui peut parler, je pense, enfin, à n'importe qui, même n'importe quel pays, n'importe quelle histoire. C'est comment on se retrouve confronté à la violence à un moment donné et qu'on ne peut pas y échapper. Comment on fait avec ça, quoi. Donc ce rapport peut-être à l'histoire et au présent, parce que c'est des films qui me semblent parler éminemment du présent, et voire même peut-être intemporel. Est-ce que ça c'était quelque chose qui était présent justement au moment de l'écriture, ou pas du tout? Peut-être plus pour toi, Clément, parce qu'on revient vraiment loin dans l'histoire et que ça pose beaucoup plus de questions, aussi des questions de reconstitution, oui, enfin, quoi, justement, c'est tu vois. plus frontal, quoi. Non, je repensais juste à ce que tu disais sur Délabrement. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, ces deux films qui se passent dans des lieux qui sont, pour les protagonistes, des lieux qui appartiennent déjà au passé. À un passé, en tout cas. Si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais en tout cas, d'un monde qui est en train de s'éteindre, de s'effondrer, je ne sais pas. Et peut-être que il y a un pont à tirer entre les deux. Sur la question du présent, évidemment que moi j'ai construit ce film pour le coup dans un refus catégorique d'un certain cinéma qui filme l'histoire et qui est précisément obsédé par l'idée de l'objectivité, l'idée du fait, l'idée de la mise en image ou de la verticalisation comme ça, de l'illustration des faits, comme si les choses étaient, en fait les récits étaient là dans une forme un peu vitrifiée, et ils attendaient juste finalement que quelqu'un les verticalise, quoi. Je pense que c'est une vraie impasse, mais à tous les niveaux, donc esthétique, et ça fait à la fois du mal à l'histoire et ça fait du mal au cinéma, je crois. Parce que, à l'inverse, moi je crois que ce que le cinéma a à faire avec l'histoire, mais ce que la littérature a à faire avec l'histoire, ce que le théâtre a à faire avec l'histoire, c'est au contraire d'assumer une appropriation, d'assumer qu'on s'empare de quelque chose, on s'empare d'un moment, en assumant d'abord et avant tout qu'on a de ce moment qu'une connaissance essentiellement ontologiquement lacunaire, et que donc on a plutôt, à mon sens, intérêt, et on sera toujours plus riche d'assumer la part de fiction, de subjectivité qu'on a en abordant ce fait-là, en lui faisant dire quelque chose, et donc en assumant que d'une certaine manière on ne l'écrit pas mais on le réécrit. Parce que le contrat moral qu'on passe et avec l'histoire et avec le spectateur est beaucoup plus clair et permet, en fait, parce qu'il induit une distance, je crois, une distance qui est assumée, qui est l'objet même de la mise en scène ou de la mise en récit, un espace de réflexion. Et cet espace de réflexion, c'est précisément celui dont on a besoin pour ressentir ce qu'il y a, comment on est rétroéclairé par ce passé qui d'un seul coup nous rend visite. Mais c'est un mouvement en fait, et pas du tout une simple illustration ou leçon de choses ou leçon d'histoire. Je crois que dès lors que le cinéma se met à donner des leçons, il est vraiment il se plante complètement. Donc on a vraiment fait le film comme ça. Après, en faisant aussi confiance à comment dirais-je, en fait, à des choses très simples, c'est-à-dire que forcer à tout prix l'écho avec le présent, chercher à tout prix les points de jonction, n'a pas été l'objectif dans l'écriture, mais pour des raisons très bêtes, c'est il y a déjà tellement de paramètres qui vont ramener du présent, parce que c'est vrai qu'il y a un risque avec le film historique d'une forme un peu compassée, un peu poussiéreuse. C'est un genre qui n'est pas très aimé d'ailleurs, au fond, au cinéma, c'est toujours un peu... il y a une présomption de films un peu ringards. Alors que plein de cinéastes ont fait des films historiques et qui sont hyper vivants, quoi. Et donc, en fait, il suffit de faire confiance à ce que le cinéma met en jeu, c'est-à-dire d'abord des corps, qui sont les corps des acteurs, qui sont de fait des corps du présent, avec des manières de se tenir, des manières d'être, des manières de parler, qui vont
forcément être le pont entre l'époque représentée et le moment de la réception. Voilà, et c'est la même chose pour les décors, parce que pour le coup, je peux tourner que en décor naturel, il n'y a pas de studio, je peux pas, enfin je n'y arrive pas. Mais donc ça veut dire que c'est des lieux qui sont des lieux tels qu'on les a sous les yeux aujourd'hui en 2018 et pas tels qu'on suppose que peut-être ils étaient. Enfin, ce fantasme-là m'intéresse pas du tout, ce fantasme de la reconstitution d'une forme, parce qu'il y a toujours l'idée un peu de l'original, de l'originel, de la forme pure, et cette pureté-là, je trouve qu'elle est, en fait, elle est dangereuse, comme souvent les discours sur la pureté en général. Donc voilà, à partir du moment où on fait confiance à tout ce qu'il y a de présent et de vivant qu'on invite dans le film, le rapport au présent, il se fait presque tout seul. Et après, évidemment, tu parlais des musiques, c'était très important de matérialiser pour moi justement cette distance dont je te parlais, qui est cet espace qui m'intéresse, où le spectateur entre en action aussi, ou en action et en interaction avec le film. Voilà, de créer tout de suite un tel écart entre ce qu'on peut imaginer que le film va être et ce qu'il annonce, permet ça. Et la mise en scène, la matérialisation de ça. Et ça fait qu'en plus voyager, enfin ça élargit aussi le champ du film, parce que ça fait voyager cette histoire qui est très localisée vers d'autres territoires et d'autres époques de lutte et de révolution qui sont aussi, d'une manière ou d'une autre, peut-être tributaires ou récipiendaires de celles dont on parle là. Et c'est aussi ça qui nous amène jusqu'au présent. Donc voilà, ça s'est construit comme ça, en tout cas, le rapport au présent. Et du coup, toi, Vladimir, c'est notre je pense que il y a des cinéastes pour qui il y a des lieux privilégiés sur lesquels ils reviennent pour tourner, ce que je reconnais aussi en moi, mais je crois que j'ai aussi quelque chose qui est, il y a un temps ou une époque privilégiée pour moi, c'est les années 90 et cette guerre en Yougoslavie. Je crois que je n'arrive pas à faire quelque chose qui engage tout mon être. Donc j'ai le sentiment de partager pleinement ce qui me travaille avec un spectateur sans revenir à ça. Et donc quand tu parles d'un huis clos à ciel ouvert, c'est un peu ce qu'on vivait, un pays qui était en embargo, fermé au monde, où on ne pouvait pas sortir. Ou cette chose de hors-champ ou de l'indirect, c'est juste au quotidien, tu vis dans l'appartement de tes parents, tu vas à l'école ou tu es dans un café. En même temps, il y a ce sentiment très très fort que l'histoire est en train de se passer. Voilà, moi j'ai passé mon concours d'entrée à l'école de cinéma à Belgrade pendant les massacres, le génocide de Srebrenica. Voilà, qui était un sujet absolument tabou dont on parlait pas dans les médias serbes. Et j'ai toujours considéré que j'ai mis entre ce concours 14 ans à arriver à développer cette chambre noire, comme on l'appelle dans les avions, de cette catastrophe qui se passait pendant que moi je tournais un petit film pour entrer dans l'école de cinéma, que j'ai mis ce temps pour arriver à voir, à me dessiller de ce aveuglement que l'État nous organisait. Voilà, donc je sais qu'il y a une sorte de lieu, peut-être même presque imaginaire, auquel maintenant je reviens. Qui est une sorte de passé en moi. Et après, sur la forme moi, j'aime pas du tout les films historiques. J'avais toujours ce regret. J'aime énormément Rossellini. J'ai toujours ce regret d'être en retard, de ne pas pouvoir filmer au moment où ça se passe. Et donc, quand j'ai finalement pu faire un film, j'avais besoin de chercher une forme qui serait à moi. Donc, je suis allé visiter Srebrenica, toute la partie République serbe de la Bosnie. On m'a très vite fait comprendre que ce serait une très mauvaise idée de tourner à ce moment-là.
c'est-à-dire que je ne pourrais pas aller au bout du tournage. Et là, j'étais un peu perdu, je ne savais pas comment faire le film, parce que je me dis, tiens, je vais me déplacer quelque part, ça va devenir, même si c'est décor naturel, ça va devenir du décor. Ça va devenir des costumes. Et donc, j'ai décidé d'emprunter cette idée dont parle Kundera dans ses essais sur le roman, de quelque chose qui est venu après le roman réaliste, où il dit que c'est un ego expérimental qu'on met dans une situation fictive pour explorer comment les potentiels de l'humain. Donc le film, je l'ai approché de cette façon-là. Et je crois que j'avais aussi besoin de trouver une forme, bien sûr, quand on travaille des sujets pareils. Il y a cette référence Lanzmann sur l'interdit de la représentation, qu'on privilège la trace, le témoignage. Et je pense que j'ai besoin de trouver ma réponse à ça, qui passait pas par là où il y avait un chemin ou une autoroute de filiation très facile à prendre. Voilà. Je pense que le film il est venu de ça et l'autre chose quand tu disais l'enfer, ce que je cherchais par exemple sur la lumière, c'est juste l'enfer, il est juste simplement pas comme on l'imagine. L'enfer, il n'est pas comme on l'imagine. Ce qui est terrible, c'est que tu te dis que cette journée, pendant que l'horreur se passe, elle pouvait être ensoleillée, ou que les coucher de soleil où les aurores pouvaient avoir quelque chose de sublime. Et là, il y a quelque chose de choquant dans cette indifférence de la nature à la souffrance humaine que les films cherchent en fait d'habiller. C'est-à-dire de projeter notre sensation, notre émotion, ou le sens du sujet sur la nature. Donc il y a une indifférence du réel, une insignifiance par rapport à ce qui se passe. Et je crois que c'est, en tout cas, c'est une des choses qui pour moi est importante dans le cinéma moderne. Une certaine insignifiance du réel. Ça c'est et du coup ouais, ce travail, ce rapport avec la nature, on le retrouve aussi, me semble-t-il, Clément, aussi dans ton film. Enfin, c'est la lumière, cette présence qui est là et qui vraiment se fout de ce qui peut se passer chez les hommes, quoi. Il y a j'ai l'impression aussi qu'il y avait qu'il y avait un pont là. Peut-être c'est beaucoup plus présent effectivement parce que dans Ordinary People, je trouve que c'est vraiment ouais, ça pourrait être une journée barbecue à la campagne, tu vois, et ça. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a aussi de cette question du temps qui est lié aussi à la nature, qui est présente là et témoin indifférent de ce qui peut se passer. Oui, je ne l'étais pas formulé comme ça, mais c'est très juste cette idée que le réel, dans ce qu'il peut avoir de magnifique et d'écrasant, est totalement indifférent à l'histoire des hommes. Et c'est très juste. Et puis c'est ultra contemporain là, d'un point de vue plus écologique en fait. C'est quelque chose qui devient presque de plus en plus prégnant pour le coup. Et la question c'est comment il y avait cette idée-là, effectivement, dans le film, que c'est des temporalités qui avancent pas du tout au même rythme, et qu'en tout cas, il n'y a pas de conjonction entre les deux. Avec cette chose aussi qui était importante pour moi, en tout cas, l'idée qu'on est toujours... comment dirais-je, que ce qui va constituer un personnage et donc ce qui va non pas déterminer mais ce qui va motiver parfois ses décisions, ses choix,
c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de qu'est-ce que c'est qu'être quelque part. Et je trouve ça très marrant parce que pour le coup, Vladimir est travaillé par ces années 90, quelque chose de très localisé dans le temps et dans l'espace. Moi, beaucoup moins, et donc pour le coup, mais j'ai besoin presque de prendre d'être dans de la fiction avec une distance très assumée et très revendiquée par rapport à l'histoire présente, quoi. Mais en tout cas, je constate que les personnages sont toujours très dans un rapport presque pas viscéral, mais ouais, de l'ordre de l'enracinement à un espace, et que le déracinement fait partie d'un processus qui les affecte. Et ça n'est possible qu'avec certains... Enfin, il fallait trouver le bon espace pour ça. Et donc un espace dans lequel on puisse ressentir ça, et ça passe par... on ne peut le filmer que si on le ressent soi-même, je crois. Et donc on n'est pas sensible au même paysage, à la même nature, mais trouver en même temps une manière de ne pas la sublimer gratuitement. Enfin, comment éviter la carte postale, en fait. Et donc ça passe sans doute par le fait de la rendre indifférente à l'intrigue, à la petite intrigue que le film développe à côté, quoi. Et c'est très juste, ce truc de l'indifférence. En fait, c'est dans la fin du livre de Imre Kertész, L'être sans destin. Donc, le roman raconte l'expérience de Kertész qui était dans les camps à 15 ans. Et ça finit par le moment où ils ont été libérés. Et il est dans un groupe de prisonniers qui rentrent en Hongrie, dans leur village. Ils marchent par les routes et les gens se réunissent en les regardant sortir et ils leur disent mais dites-nous comment c'était l'enfer, point d'interrogation. Et lui il ne répond pas, il continue de marcher et le roman finit, si mon souvenir est bon, il se dit que quand il va grandir il va décrire la beauté des aubes dans les camps par rapport à cette métaphore qu'on projette de l'enfer et à quel point qu'il y a quelque chose de notre imaginaire qui n'est pas adapté à penser l'horreur. Voilà, et je me rappelle que quand j'ai lu ces dernières phrases de ce gosse de 15 ans qui se dit qui sort des camps et que tout ce qu'il veut, c'est de décrire la beauté des aubes, parce qu'on lui ramène cette métaphore de l'enfer qui lui dit absolument rien par rapport à ce qu'il a vécu et qui amène tout au fond, imaginaire religieux qui, avec les camps, une croyance en Dieu s'effondre tout de suite, quoi. Voilà, donc je me suis inspiré de ça en tout cas pour la lumière ou la façon de traiter la nature pour Ordinary. Exactement.
Peut-être, mais très, très lumineux pour le coup. Le premier, ouais. C'est- En fait, Vladimir et moi, on a un numéro de One Man Show qu'on travaille, Laurel et Hardy. En fait, Vladimir était dans le principe de la programmation des films de l'Acide à Cannes. Ce sont les cinéastes qui choisissent les films, donc d'autres cinéastes. Et Vladimir était dans le comité de programmation qui a, entre autres, choisi mon film parmi 9. Et on sait, mais je confesse que jusqu'à hier, j'avais pas vu le film de Vladimir. Donc Vladimir présente mon film avec moi gentiment depuis un an dans des salles et partout, mais je sais, voilà. Et effectivement, hier, en découvrant Ordinary, je vois des ponts, mais même parfois je vois des plans qui sont presque les mêmes, ce rapport à la lumière aussi. Alors même si moi j'ai pas pu tourner les scènes exactement à l'heure dite à laquelle elles sont supposées se passer, mais il y a une comme ça la confiance, je crois, dans... Tu parlais, mais tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais tu parlais, enfin l'acteur du film de Vladimir est un non-acteur, un acteur amateur au sens fort de la chose, mais pas un professionnel, quoi. Et je me demande si ce qu'il n'y a pas de beau chez un acteur amateur, c'est que précisément il résiste à la machine, et à l'appareil du cinéma, à tout ce qui pourrait, à tout ce que le cinéma dans sa machinerie produit comme normalisation des corps, des voix, des visages, des regards et tout et tout. Et le film est aussi capte la résistance de cet acteur-là à cette machine-là, le film de Vladimir. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai reçu comme ça. Donc, dans ce qui est encore de vivant aussi chez ce personnage, qui est comme ça broyé par ailleurs par une machine infernale, vraiment au sens infernal au sens de l'enfer, qui va faire de lui cette espèce de barbare, quoi. Et je me souviens que même si les films ont pour le coup thématiquement rien à voir, enfin pas tout à fait à voir, j'étais très obnubilé par l'idée qu'il fallait aussi filmer chez Quentin ce qui il y a en lui de... Même si c'était un comédien qui sortait du film de Desplechin, Transvenir ma jeunesse, il m'intéressait pas du tout pour ce qu'il y avait d'acteur en lui, mais précisément presque pour tout ce qui en lui n'était pas encore acteur, qui était un peu informe, un peu malhabile, un peu maladroit, un peu en devenir en fait, parce que c'est aussi chez le personnage cette part de vivant qui résiste qui m'intéressait, chez l'acteur donc. Et voilà, et ça donne des plans qui par un moment sont la manière dont le soleil tombe sur... Enfin, il y a un plan qui vraiment m'a troublé. On voit le jeune soldat sur qui la lumière du soleil tombe, à la fois extrêmement dure parce que la chaleur est écrasante,
et on voudrait qu'elle soit douce. Et il y a des plans tout à fait similaires. Cette dialectique entre l'apparente douceur et beauté de ce qui se révèle être en fait un cachot ou ouais, l'antichambre de l'enfer. Moi, c'est quelque chose que je trouve très. Alors voilà, je suppose que les liens se font, mais qu'on s'est un peu choisi ou trouvé comme ça, mais ça, c'est un peu un hasard, quoi. Est-ce qu'on peut, parce que le temps file, là, est-ce qu'on peut parler de la question de la langue, de la parole, en fait, parce que je trouve que c'est quelque chose, moi, qui me frappe aussi en mettant les films ensemble. Vladimir, dans ton film, on est dans le non-dit, le non-dit qui va vers le passé sous silence. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans la parole, dans les personnages. Et alors que toi, Clément, du coup, c'est la question aussi de la parole, de la maîtrise de la parole est hyper importante. Parce que Gabriel, en fait, c'est parce qu'il sait parler, parce qu'il manie la langue, que du coup, il arrive soit d'abord à calmer, soit à un moment donné ne pas s'exprimer suffisamment précisément et provoquer la mort quand il ne le veut pas. Et il y a cette question de la confession aussi, qui est pareil, une question du coup de la parole, et jusqu'au personnage de Marianne qui ne parle pas et qui va finir par parler. Et je trouve que du coup il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lien entre les deux films, comme si ça pouvait être deux parties d'un même film. C'est-à-dire pas de l'histoire la plus ancienne vers l'histoire la plus récente, mais vers cette question de la terreur, qui pourrait être la terreur en Yougoslavie, mais qui est aussi la terreur de la Révolution française, et où presque il n'y a pas de mots, et finalement pour essayer pour s'en sortir, pour vivre ce violent désir, presque je vais dire de vivre. Du coup, ça doit passer par la parole. Il faut mettre des mots. Et je sais pas comment sur cette question, comment. D'abord, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il peut y avoir une progression comme ça, ou est-ce que c'est moi qui délire en mettant les films ensemble? Et après, comment, bien sûr, chacun de vous avait travaillé cette question de très peu de paroles, très peu de dialogue, et l'importance justement de la parole, au-delà de la question des dialogues. Alors, juste une petite chose, parce que oui, dans tout ce qui a été dans les écrits des années 80 sur l'échec communiste, le livre noir du communisme, etc., on a mis quelque part, on a trouvé l'origine du goulag dans la période de la terreur. Voilà. Bon. Sans entrer dans ce que je pense de ça, je voulais juste préciser une chose. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en Yougoslavie, ce n'est pas la dernière séquence d'un communisme qui serait dans son essence criminelle et aboutirait au camp. C'est le retour du fascisme historique que les partisans de Tito ont combattu de 40 à 45. Voilà. Donc, dans ce sens-là, on a eu un retour des fascismes historiques, à la fois en Serbie, en Croatie, en Bosnie, très simplement, qui se sont construits sur l'échec communiste et la chute du mur de Berlin. Donc c'est une séquence anti-révolutionnaire et réactionnaire. Voilà. Et ce que j'aime dans le film de Clément, pourquoi je l'ai choisi, c'est à la fois que j'ai le sentiment j'appartiens à une famille yougoslave communiste, je me définissais yougoslave communiste tout le temps.
Et puis soudain, d'abord tu deviens étranger au monde, puis tu deviens un être sans le monde. Quand même, cette expérience communiste, elle vient de la Révolution française, la Commune, puis Octobre. Et ce qui me touche beaucoup dans ce film, dans le fait de le faire aujourd'hui, c'est de revenir sur ce passé, quand toute cette séquence historique a échoué, pour essayer de projeter un nouveau futur. Donc c'est comme ça que j'ai aimé le film. Comme Ordinary, ça fait très longtemps que je ne l'ai même pas revu. Moi aussi, en regardant le début pour contrôler le son de ça, je me dis tiens, et quand on parlait après, c'est vrai qu'il y a même formellement ou sur la mise en scène des similitudes, mais profondément ce que j'aime dans le film de Clément, ce qui me touche, où je le trouve important aujourd'hui, c'est parce qu'il arrive de citer ce passé pour imaginer un futur. Voilà ce que j'ai répondu. C'était quoi déjà la question? On est parti de très loin. La parole. Ah, la parole. Ah non, la parole, c'est très simple. C'est déjà j'ai une énorme méfiance envers la parole parce que j'ai vu ce que les discours politiques en ont fait de la parole. Je pense que la langue française m'a sauvé. C'est fort de dire, mais oui, je pense que la langue française m'a sauvé la vie. Parce que la guerre en Yougoslavie était amenée d'abord par les écrivains. Les écrivains dissidents au communisme qui se sont inspirés soit pour les Serbes de ce mythe de Kosovo, qui est un mythe nationalisme aussi chez les Croates de la période 40-45 de collaboration. Donc il y a eu une contre-révolution culturelle dans les années 80 qui a permis la guerre dans les années 90. Que ce qu'il y avait de grandes cultures yougoslaves qui projetaient cette identité, ou de poètes qui dans les années 20-30 étaient membres du Parti communiste, qui ont fait aussi la grande poésie yougoslave. Je veux dire, il ne faut pas oublier que le commandant de la plus grande brigade yougoslave pendant la Deuxième Guerre mondiale, la première brigade prolétaire des partisans, c'était un des signataires du manifeste surréaliste, Kocho Popovic. Voilà, tout ça c'était balayé par une culture nationaliste. Et les écrivains ont introduit ce virus du nationalisme dans la langue. Quand vous vous retrouvez dans ça, vous n'avez pas d'extérieur. Dans ce sens-là, le fait un peu comme l'étudiant en langue schizo de Wolfson, on parle de Deleuze, c'est-à-dire j'ai changé de langue. Et soudain, je pouvais penser autre chose grâce à la langue française. Donc j'ai une méfiance. Et le cinéma, c'est une façon de regarder sans écouter ce qu'on me raconte. Juste de regarder les choses que j'ai devant, qui ne correspondaient absolument pas à ce que cette langue, ce discours politique et cette langue empoisonnée d'un discours nationaliste faisait voir aux gens. Et l'autre chose, c'est que je me rappelle, par exemple, quand je suis parti un peu avant les bombardements, mon retour à Belgrade après les bombardements, c'était de retrouver ma famille, mes amis, absolument incapables de parler du réel, incapables de le nommer. Donc je sentais cette horreur qui s'était passée, dont j'étais un peu plus au courant parce que j'étais là, donc j'avais plus accès d'informations. Et vraiment une défaillance, un échec du langage à nommer le réel. Voilà, je crois que ces deux rapports, d'une certaine façon, ils se retrouvent dans le film. Voilà, c'est une réponse. Non, je réfléchis à ce que tu dis parce que le fait est qu'il y a donc une telle méfiance à l'égard de la parole, tu en as très peu dans ton film, j'ai l'impression. Et en fait, en tout cas, ça rejoint la sensation que j'ai trop souvent au cinéma que la parole a quelque chose de gratuit, mais parce qu'il y a tout un
un pan d'un certain naturalisme aussi à la française qui a fait de l'acte de parole quelque chose qui cherche tellement à mimer le réel, qui va flirter le plus souvent avec l'insignifiance. Alors que moi je crois assez fort euh, que parler est un acte en fait, et que la parole est un acte de présence. Voilà, ça dit notre rapport au monde, et en ça on peut pas se poser la question du dialogue, qui est un outil dont en tant que cinéaste pour l'instant en tout cas j'ai besoin, mais peut-être qu'en fait, je sais pas, dans les films à venir, parce qu'en même temps, je me rends compte qu'il y a souvent des personnages qui ne parlent pas dans les films. C'est pas la première fois qu'il y a un personnage qui existe pleinement dans le retrait de la parole. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai besoin que les deux cohabitent. Mais donc la question des dialogues, elle est centrale. C'est un moment de l'écriture du scénario qui est très important, qui est très, enfin c'est là qu'on réfléchit beaucoup. Et on réfléchit beaucoup parce que précisément, je considère que voilà, le fait qu'un personnage se mette à parler, c'est quelque chose qui vraiment doit être important et traité comme tel. Et donc dans le film, il se trouve que la parole, elle a un statut multiple à la fois. Enfin, par exemple, Gabriel, effectivement, il peut être doué d'une espèce de parole comme ça, dont on se donne qui acquiert une puissance d'agir, parce que je crois aussi que la parole, elle a ce pouvoir-là. Enfin, les linguistes disent un peu qu'on performe, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en fait, dans la mesure où il s'agissait de pas donner de la révolution une vision ni romantique ni univoque, mais le plus possible dans sa complexité, dans son nuancier, ses variations. Il fallait que la parole elle ait aussi ce statut-là, et donc que Gabriel soit pas d'un seul coup une espèce de figure qui se retrouve, je sais pas, divinement investi d'un pouvoir de la parole, d'une puissance de la parole, mais qu'en fait à un moment ce soit comme un instrument aussi, un instrument de pouvoir ou un instrument de musique dont il doit apprendre à se servir aussi. Et la scène dont tu parles, où d'un seul coup les mots qu'il a prononcés ont une influence sur le réel qui le dépasse et qui le dépasse tragiquement. C'était une scène très importante pour moi, et qui nous oblige voilà, et qui oblige lui, le personnage, et j'espère nous avec, à penser ce statut des mots, et qui est aussi, enfin je crois, là où la figure de Marianne, ou le personnage de Marianne s'impose aussi dans son retrait de la parole, ou en tout cas dans l'idée qu'on la retient jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'être proférée. Mais je crois très fort à cette idée-là, et ce qui donne au film, c'est ce côté peut-être très travaillé, très littéraire des dialogues, mais que j'assume pour le coup complètement, et qui me plaît précisément parce qu'il n'y a pas, vis-à-vis du spectateur, l'idée d'essayer de faire passer cela pour vrai. Mais parce que ce serait aussi pour moi une impasse complète par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'histoire, d'un seul coup d'essayer d'avoir des dialogues mimétiques ou naturalistes ou réalistes serait complètement schizophrène, quoi. Et l'idée que, un peu brechtienne, que le spectateur est conscient que ce qui se dit est de l'ordre d'une fiction qui a été, enfin voilà, qui est consciente d'elle-même, ça m'intéresse parce que tout simplement les mots, j'ai l'impression, reprennent la densité qu'ils doivent avoir, et sont pas simplement des éléments dans un flux, quoi. Et c'est un peu comme ça et puis la parole, c'est une fois enfin le langage, c'est un outil qui est fabuleux, dans ce que ça peut aussi tout simplement dire du monde. Enfin, je pensais au dialogue en Occitan du début. Comment on raconte le rapport de cet endroit-là, de ce lieu où se passe l'histoire, dans son centralité par rapport aux événements qui ont cours, qui sont finalement très loin de l'endroit où on est. Et ben avec cet outil-là, tout est dit de façon très simple, et en même temps très incarné aussi, parce que la parole c'est aussi un des modes d'incarnation. Voilà un peu comment on a construit cette parole dans le film, dans l'idée qu'elle est déjà un acte aussi. Est-ce que il est la demi, une dernière question éventuellement, sinon, oui.
C'est étrange, je pensais justement ça, parce que le fait de revenir dans les années 90, c'est... ce que ça m'inspire en fait, quand ça commence à se passer, ce retour du fascisme, c'est trop tard. Peut-être moi, ce qui m'a sauvé aussi dans les années 90, c'est un sentiment très fort de honte, qui à un moment était pour moi aussi lourd à vivre ou la porter, jusqu'à ce que j'ai lu une petite lettre de Karl Marx à Arnold Ruge, où il dit que la honte est un sentiment révolutionnaire. Et maintenant, quand je me comprends mieux, parce que j'étais assez jeune dans les années 90 pour comprendre vraiment tout ce qui me traversait. Je me dis que cette honte, c'était aussi une façon pour moi de sauver cette idée révolutionnaire yougoslave. D'avoir honte pour ce fascisme des années 90, devant ça. C'est aussi sauver cette idée. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que ce qu'on a vécu dans les années 90, je le reconnais revenir aussi aujourd'hui. La seule réponse que je peux avoir, il faut sauver l'idée révolutionnaire, tout simplement. Et je pense que ça s'applique à la France, parce que où j'ai toujours aimé la France ou senti comme une maison, c'est quand j'ai compris que je me dis, bon, il n'y a plus d'histoire yougoslave, à quelle histoire j'appartiens? Et je me dis, ben, l'histoire yougoslave, elle vient de la Commune de Paris. Puisque c'est ça qui est l'autogestion, que même cette brigade prolétaire menée par un poète surréaliste, au début l'ont combattu sous le drapeau de la Commune. Et Tito avait remis le drapeau en disant, dans de nombreux pays, des peuples combattent pour cette liberté-là, porter cette liberté-là dans les villages occupés. Voilà, c'est question de quelle liberté, pour quelle liberté on veut combattre et dans quelle liberté on veut vivre. Voilà, je pense que c'est une réponse indirecte, mais c'est sincèrement à quoi je pensais par rapport à ce qui arrive là. Qu'est-ce qui arrive? Je préfère ne pas le nommer. En tout cas, je crois qu'on a tous cette peur que ce que disait Brecht, le ventre est encore fécond, d'où vient la bête immonde. On a peur d'un retour de fascisme, non? Et on a tous espérance que notre intuition nous trompe, que peut-être cette peur est trop grande, et en même temps on se rappelle très bien combien de personnes ont eu ces mêmes hésitations dans les années 30. Est-ce que c'est vraiment ça ou non? Est-ce que... Voilà. Sur ça, il faut dire que ce aveuglement du capitalisme et sa capacité d'accoucher des fascismes, elle ressemble aujourd'hui à ce qu'on a, pas ce qu'on a vu, mais ce qu'on connaît des années 30. Voilà. Donc, après, je préfère ne pas nommer parce que j'aimerais bien en tout cas, quand ça sera là, il faudrait vraiment le nommer très précisément. Et pour le moment, il faut être vigilant, ne pas avoir peur des mots, mais j'espère encore que c'est pas vers ça qu'on va. En tout cas, ça m'ennuierait d'avoir suivi la Yougoslavie pour retrouver la même chose ici. Voilà, franchement, je n'aurais pas d'énergie pour ça. Quand je dis France, Europe, je veux dire, c'est pas sur la France concrètement, mais c'est sur l'ensemble. Ça m'embêterait dans une vie, je me dis, moi, too much for me. Hein. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez une idée derrière la tête en posant la question et que effectivement, vous nous demandez à nous de nommer
parce que personne n'a envie de... Mais c'est pas une accusation contre vous, mais parce qu'au fond, quelque part, en ne nommant pas, à tort ou à raison, superstitieusement ou pas, on essaie de conjurer quelque chose, parce que ce quelque chose, donc ce retour du fascisme n'est pas encore effectivement là, même s'il a quelque chose de... Enfin, il y a aussi une libération de la parole, et de la parole fascisante, qui est évidemment... et qui s'insinue dans les rapports quotidiens, de façon... mais qui va de pair aussi avec le fait qu'on bascule lentement mais sûrement dans une société de pur contrôle, en étant au fond aussi, en étant en partie conscient et chacun individuellement co-responsable. Pour le coup, il y a un texte de Deleuze qui est génial sur ça, qu'il a écrit en 90, qui s'appelle Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, qui doit faire 3 pages et qui prédit exactement, mais presque mot par mot, ce qu'on est en train de vivre là, dans l'intégration dans le corps de chaque individu de normes de contrôle et qui se répercutent les uns sur les autres et qui provoquent comme ça du fascisme. Après, il y a aussi, et fort heureusement, des foyers d'énergie insurrectionnelle qui existent, et qui sont là et qui ne s'éteignent pas. Et alors, ce serait très très malhonnête de ma part de brosser un truc à grands traits, justement. Enfin, j'ai essayé de faire mon film pour éviter toutes les réductions d'une situation historique à un pur schéma binaire et simpliste, donc je ne vais pas le faire maintenant, a fortiori sur quelque chose d'aussi compliqué et complexe que le présent et qui serpente, sinue et prend des formes multiples. Mais je constate que cette énergie existe, qu'elle est là et que c'est peut-être elle qui s'opposera peut-être qu'elle contribuera à ce retour du fascisme, peut-être qu'elle s'opposera, je ne sais pas. Mais elle existe et c'est déjà pas mal qu'elle existe. Parce qu'elle nous rappelle que l'apathie généralisée n'a pas tout à fait vaincu. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, je ne saurais pas vous dire mieux. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Juste une dernière chose peut-être, parce que ça paraît bizarre, mais en fait, comme je vis à Paris, mais aussi à Belgrade ou entre deux, il y a quelque chose qui en écoutant les gens parler en France, où je me dis, mais en fait, nous les Yougoslaves, parce que je me sens yougoslave, je me sens ni serbe ni autre chose, quoi. On n'a pas été assez vigilants, on n'a pas su défendre ce qu'on avait. Voilà. Et en même temps, quand je suis ici, je me dis, il y a quelque chose dans le peuple français, hein, sans le réduire à la nation. Il ne faut pas oublier que la commune a été faite avec beaucoup d'étrangers. La multitude, comme dit Negri, hein, il y a une forme de vigilance qui fait en fait que je suis plutôt confiant. Voilà. Merci Vladimir, c'est parfait pour terminer.